Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du vendredi 15 juin. Voyons tout d'abord ensemble les principaux titres de l'actualité chinoise. Ronald Rumsfeld encourage plus de Chinois à quitter le Parti communiste chinois. Interview exclusive avec Geng Ge, la fille de Gao Zhishen. Pour le 5e anniversaire du mémorial aux victimes du communisme au Capitole des États-Unis, l'ancien secrétaire de la Défense, Ronald Rumsfeld, a félicité l'immense vague de personnes chinoises ayant quitté le Parti communiste chinois. Il a encouragé davantage de gens à faire de même jusqu'à ce que la Chine obtienne la vraie liberté. We will not forget the victims of communism or their sacrifice. 100 millions de personnes dans le monde entier ont perdu leur vie sous la tyrannie du communisme. Pour le 5e anniversaire du mémorial aux victimes du communisme dans la capitale des États-Unis, les participants ont honoré la mémoire de ceux qui ont péri et en ont appelé à la fin du communisme. L'ancien secrétaire de la Défense Donald Rumsfeld a reçu la médaille Truman Reagan de la liberté de l'année 2012. Dans son discours, il a déclaré que la dictature du communisme existe encore et que les États-Unis devraient reconnaître leurs responsabilités historiques. We must not forget that millions around the globe are still trapped in tyranny, still clinging to hope, and still looking to us. May the United States of America always be a beacon of light for the world, and may we be blessed with leaders who understand that and who value it. Donald Rumsfeld a rencontré en 2005 une équipe de volontaires qui aide les Chinois à quitter le Parti communiste chinois. Il a signé une pétition soutenant ce mouvement de démission en Chine. 7 ans plus tard, le nombre de personnes ayant quitté le PCC et ses organisations affiliées ont atteint plus de 110 millions. At the earth and the countries of the world can see that the nations where people have free economic systems and free political systems, the people are doing better than in the other countries. So I encourage that. La fille du dernier fondateur de la Commission des droits de l'homme du Congrès des États-Unis, Tom Lantos, a félicité ceux qui rejoignent le mouvement et quittent le PCC. Congratulations to the Chinese people who have awakened and chosen to renounce their affiliation with the Communist Party. Annette Lantos a aussi encouragé les dirigeants du PCC à voir clairement la direction de l'histoire et de faire un choix raisonnable. They can choose to renounce their affiliation with all of those ideas, and practices, and that will pave a much more brilliant future for China. It will thrive when the potential of the Chinese people, the spiritual and intellectual and physical potential is unleashed by renouncing the oppressive and godless system of communism. There will be an incredible flourishing of that huge and marvelous nation. Nouvelle NTD, Washington, D.C. Gao Zhishen, Hu Jia et Chen Guangcheng sont considérés comme les 3 phares de la justice et des droits de l'homme en Chine. Surnommé la conscience de Chine, l'avocat Gao Zhishen a toujours plaidé et défendu les groupes opprimés en Chine. En retour, il a reçu l'emprisonnement et le mauvais traitement des autorités communistes. Sa femme et ses 2 enfants ont dû fuir la Chine pour les États-Unis. Le 14 juin, Geng Ge, la fille de Gao Zhishen, a accepté l'interview de NTD. Âgée de 18 ans seulement, elle a déjà enduré pendant longtemps des souffrances de la persécution et de la séparation de son père. Devenue plus optimiste maintenant, le vœu le plus cher de Geng Ge est de retrouver son père au plus vite. Nous allons vous diffuser la première partie de cette interview exclusive avec Geng Ge aujourd'hui. 哥哥，欢迎今天来到我们台里接受我们的采访。我们知道你们家一家人经历了这么多的苦难，那不知道说在经历这样的苦难之后，来到美国的第一时间，你有什么样的感触？我刚踏入美国土地的第一秒，想的是太不容易了，因为我们家从偷渡出来呀，之前经历的这些一切呀，都觉得是非常苦。那我觉得，自从有了这么一个渴望自由的信念以后，或者说有这么一个可以就是拥有自由的念头之后，一直到达到这个目的，我觉得太不容易了。第2个念头，我想的就是不知道我爸爸什么时候能拥有这个自由。对。那来到美国生活之后，你觉得在这里的生活跟当初在中国的生活相比之下，哪一个部分让你感触最深？说实话，我有点不太适应，因为在中国的时候，感觉去哪里都是浩浩荡荡的一队人，
就是来美国了之后，感觉好像做事情就只有一个人，虽然说是好事，是自由了，但是我还是觉得，哎，好像不是很适应，没有人跟着我，就觉得啊，好像忽然觉得做什么说什么都没有人知道，都是我的隐私了。我忽然觉得在生活了，我那个时候来美国，我觉得生活了16年之后，忽然拥有了一个隐私权，我觉得是对我来说是一件非常可惜的事情。是。来到美国之后呢，你自己曾经面临什么样的挑战？我曾经碰到最难的困境就是我刚来美国的时候呢，我情绪非常不稳定。那美国的这些政府马上给我派了一个心理医生，那我跟这心理医生聊很多呢，但是总的来说，我那时候觉得命运非常不公平。我常常看到，比如说其他的爸爸带着女儿出去啊，或者说怎么，我就非常嫉妒。我记得非常清楚，我曾经跟我妈妈说过一句话，我跟我妈说，我说妈，你要是给我介绍你那些朋友，要是那些孩子都有父亲的，我说你就不用带我去了，我留在家里就好。那就是因为我特别想我爸爸，就是做了一些比较傻的事情，就是进了一下那个医院。对，但是我后来呢，就是我的心理医生一步一步的开导我，一步一步开导我，后来算是走出来了。走出来之后，我妈妈就觉得可能是纽约有太多人啊，就是可以提起我的记忆啊，或者有太多人他们说的一些话会刺激到我。那我就跟我妈妈还有我的弟弟，就是搬去了加州，就是一个比较安静的城市。是。那在这过程当中，有没有什么样的人就是支持你们、协助过你们、帮助过你们？有，我觉得非常感谢的就是大法弟子这边，因为我觉得大法弟子真的是帮我们家非常多的忙，包括我们家从纽约一直搬到加州，也有一些大法弟子在帮忙。然后呢，其他的一些呢，有一些媒体呀，或者那个有一个先生叫副牧师啊，他们都一直在持续的帮助我们家。然后我就非常感谢这些团体啊，这些媒体呀，这些帮助我们家的人。可能有一些我没有提到的，我很抱歉，但是真的非常谢谢大家。Ces 3 dernières années, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a mentionné à plusieurs reprises les réformes politiques. Il a récemment suggéré, dans le cadre d'une conférence universitaire, que les gens ne devraient pas céder aux autorités, qu'ils devraient penser indépendamment et avoir un esprit libre. Internationalement, on pense que Wen Jiabao est en train de se débarrasser des chaînes du Parti communiste chinois. Il cherche à opérer une percée vers la démocratie chinoise. D'après les commentateurs politiques, si Wen Jiabao veut une véritable démocratie en Chine, il doit démanteler les restes de l'épave du Parti communiste chinois. Voici notre dossier interdit du jour. L'après-midi du 11 juin, dans le cadre de la 16e conférence universitaire de l'Académie des sciences chinoises et de la 11e conférence universitaire de l'Académie chinoise d'ingénierie, le Premier ministre Wen Jiabao a appelé les universitaires et les membres de la faculté à avoir une compréhension claire de l'écart entre l'Occident et la Chine dans les domaines de la science et de la technologie. Il s'est clairement exprimé en faveur d'un environnement universitaire libre et sans entrave, dans lequel les gens osent inventer et créer. Il a insisté sur l'esprit de penser indépendamment. Le discours de Wen a été publié dans le quotidien du peuple et d'autres médias d'États officiels. De nombreux sites internet l'ont également repris et il n'a pas été sans attirer une attention internationale. Wang Beiji, un commentateur politique, a dit que les mots du discours de Wen Jiabao étaient empreints d'une profonde signification. 感觉今年温家宝已经开始练了，也说也练，但是练呢，即使他有心去练，这个党内的阻力啊，它本身的局限呢，也是非常大的，这是一个过程，这是好事情。En mai, Wen Jiabao a visité l'université des géosciences de la Chine, son ancienne université, lorsqu'il est allé à Hubei pour la recherche. Il s'est adressé aux étudiants. Il a dit que les scientifiques doivent comprendre les lois de la nature et la vérité, et ne céder à aucune autorité. L'université devrait promouvoir l'esprit de liberté et d'indépendance. Wen Jiabao a également pris la parole à 2 sessions en mars. Sa personnalité indépendante n'était jusque-là pas connue des autres. Il a dit qu'il devait persister dans le principe de diligence dans sa position, suivre la justice et ne pas avoir de regrets. Wang Beiji espère que Wen Jiabao pourra continuer dans sa lancée et prendre des mesures accélérées avec une ferme détermination. 所以呢，就是一方面，我们在觉得在中共的体制内，它逐渐开始有行动，那么言论呢是相对正面的，相对积极。但是呢，另一方面，我们也要非常冷静看到，不能再对中共这个体制去抱有幻想，再去走什么自欺欺人的政治改革呀，再去走什么
以中共的身份来平反6·4，根本就没有资格来平反6·4，也没有资格和公信力来领导中国的未来的改革。Le 6 juin, Li Wengyang, un activiste de la démocratie du Hunan, a été soudainement retrouvé pendu à l'hôpital. La famille de Li a fortement mis en doute la cause du décès. Ses amis ont publié de nombreuses photos de son vivant et des vidéos en ligne révélant leurs doutes. Le 9 juin, la police locale a fait incinérer de force le corps de Li Wengyang sans l'accord de ses proches, ce qui a attiré l'attention internationale. Les gens ont mis en question les autorités pour avoir couvert leurs traces. Des gens du monde entier ont alors condamné les mauvaises actions du PCC. Ils se sont promis de découvrir la vérité. Wang Beiji a dit que le PCC est la source de l'agitation sociale en Chine. Jusqu'où va sa malfaisance? Wang Jiabao connaît clairement la réponse. Wang a dit que le PCC est un navire avec des milliers de trous. Il fuit de partout et ne peut pas être réparé. Wang Beiji espère que Wen Jiabao pourra précipiter le naufrage du PCC et construire un nouveau navire pour la Chine et sa population. Dossier interdit NTD. Après avoir porté plainte ce lundi contre le journal Apple Daily et le Next Magazine de Hong Kong, la célèbre actrice chinoise Zhang Ziyi a relancé une procédure judiciaire contre Boxun, un site en langue chinoise basé aux États-Unis. Zhang Ziyi a exigé la suppression des reportages qui entourent le scandale sexuel entre elle et Bo Xilai, l'ancien haut responsable chinois déchu. Le site Boxun a réagi en déclarant qu'il ne présentera aucune excuse et assure que leurs reportages sont véridiques. Alors, comment ce procès se développera-t-il? Zhang Ziyi pourra-t-elle gagner le procès? Nos correspondants à New York se sont entretenus avec Brooke Gonstein, expert juridique en la matière. Selon Brooke Gonstein, avocate en droit de la diffamation, Zhang Ziyi devra apporter des preuves de son innocence en prouvant que les reportages pris à son insu ne sont pas des authentiques et pourra alors déposer une plainte pour calomnie et atteinte à sa personne. She has to show that a false statement of fact was made about her, that it was published to many people, and that it is in fact defamatory, that it tends to harm her reputation. Le site Boxun a reporté que Zhang Ziyi s'était dévoyée pendant ces 10 dernières années en échange de plus de 700 millions de yuan. Selon Brooke Gonstein, il serait très difficile pour l'actrice de prouver techniquement que ces actes n'ont pas eu lieu et qu'elle n'a jamais reçu les 700 millions de yuan. It's very hard to prove a negative. It's almost impossible to prove a negative. But besides proving the negative, she also has the added burden of proving malice. D'après Brooke Gonstein, c'est seulement quand Zhang Ziyi pourra prouver son innocence que les médias auront la responsabilité de démontrer la véracité de leurs reportages. And once she's established reasonably that she didn't do this, the burden will then be shifted on the defendant to prove the truth of the matter that they're asserting. Dans une déclaration, Boxun précise qu'il ne fournira aucune source de leurs informations. Celle-ci est protégée par le premier amendement de la Constitution américaine. Right now they're hiding under anonymity and they're saying, well, the First Amendment protects us. Well, that's not entirely true. The First Amendment protects the anonymity of sources when it comes to publishing news, unless there is wrongdoing. So if in fact a court finds that the statements published by Boxun, by the website, are defamatory and that Zhang Ziyi can recover, they may have to reveal their sources so that she can likewise recover from them as well. They cannot hide behind the First Amendment in order to break the law. Cependant, toujours selon Brooke Gonstein, la justice américaine est plus exigeante envers les figures publiques. Public figures have more of a burden to prove because they have intentionally exerted or thrust themselves into the spotlight, is what the court said. And because you've done that intentionally, then it's inevitable there will always be public dialogue about you. Brooke Gonstein déclare que l'essence du droit de la diffamation américain se réside dans la protection de la vérité. Defamation law is for the protection of truth. If you speak the truth, no matter how damning it is, I cannot be held liable in a court of law. Brooke Gonstein conclut que ce dossier sera une longue bataille judiciaire, mais la possibilité d'une entente en dehors du tribunal n'est pas exclue. Nouvelle NTD, New York. Et tout de suite, des informations canadiennes après une courte pause.
Vote de la loi C-38, nuit blanche à la Chambre des communes. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bem-vindo a NTD Notícias. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Ils étaient à la Chambre des communes depuis la nuit dernière et les politiciens ont passé plusieurs heures debout. Ils étaient aux prises avec des centaines de propositions pour amender la loi C-38. En dépit du travail ardu qui se faisait, la fatigue a pris le dessus et les membres du Parlement se sont laissés prendre à des petits jeux. Ce n'était pas tous les jours que les membres du Parlement faisaient nuit blanche, mais faire presque 900 amendements à la loi C-38, dormir était secondaire. Seulement pour certains, car au fur et à mesure que les heures passaient, les ministres qui sont normalement en contrôle n'y arrivaient pas. Crier est normalement la norme au Parlement, mais là, on bâillait, on pouvait voir les ministres prendre un somme, regarder des vidéos ou marcher dans le hall sans chaussures. Porter des chaussures pendant plus de 24 heures peut être inconfortable. Et pendant la pause, certains allaient aux toilettes ou se faisaient livrer des tonnes de café. Mais ils ne sont pas autorisés à boire du café en chambre, ni manger. Mais il semble que certains ont essayé. Member from Sarnia-Lambton has brought a cup of coffee in the room. People are eating on both sides. They're eating everywhere. I've had 3 Werner's Hard Caramel. Mais ce n'était pas juste drôle et amusant. C'est juste une exagération de l'opposition. Ils ont eu tout le temps pour mettre à jour la loi. L'opposition n'avait pas assez de votes pour modifier la loi. Cette loi C-38 prévoit de faire des changements majeurs dans l'assurance-emploi, l'environnement, les pensions vieillesse. Mais l'opposition voulait prouver un point. Si on avait laissé le gouvernement adopter cette loi sans problème, il aurait pensé, et les Canadiens auraient pensé que le Parlement n'est pas si important. Nous devons le tenir responsable. C'est notre devoir. Le vote a continué jusqu'aux petites heures de ce matin. À Montréal, des élèves d'une classe de seconde ont une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Leur professeur a été suspendu puis renvoyé pour leur avoir montré une vidéo qui, selon la police, montre le meurtre effroyable de Luca Rocco Magnotta. Une vidéo qui a dérangé des enquêteurs vétérans s'est retrouvée visionnée dans une classe d'école. En début de semaine, un professeur a montré la vidéo dérangeante à ses élèves de seconde. Les élèves affirment que le prof a commencé son cours comme d'habitude, parler de nouvelles. Il a dit « Moi, je suis pas censé montrer ça. Je vais faire un vote, OK? S'il y en a un qui n'est pas d'accord à ce qu'il voit, je ne le montrerai pas. »
Là, tous les élèves ont levé la main sans exception. C'était vraiment un vote à l'unanimité. La police affirme que la vidéo montrait non seulement des scènes du meurtre, de démembrement et de cannibalisme, entre autres. Certains enquêteurs qui sont dans le métier depuis plus de 30 ans ont trouvé la vidéo horrible. L'école a offert des services de conseil pour les élèves. C'est sûr que des fois j'y repense puis ça me fait quelque chose parce que je ne peux pas croire à quel point que l'être humain peut être bas parfois. Puis c'est sûr que ça fait de la peine, là, puis c'est bouleversant. Le professeur est âgé de 29 ans et est très apprécié. Un étudiant est outré que le professeur a été suspendu, mais les parents, eux, sont fâchés à propos de la vidéo. Ils étaient carrément contre, mais j'ai essayé de leur expliquer du mieux que je pouvais que c'était nous qui avions décidé ça. C'est nous qui voulions voir cette vidéo-là. Puis le prof, en fait, il a juste simplifié la démarche de 30 élèves pour voir cette vidéo-là. Le ministère de l'Éducation a blâmé le geste. Je pense que c'est un manque de jugement. Ces psychologues pour enfants croient que ces adolescents ne réalisent pas à quoi ils ont consenti. Et cela pourrait hanter certains pour un temps. C'est extrêmement difficile à regarder quelque chose comme ça, qui semble être normal. L'administration de l'école a mentionné que le professeur a émis une lettre d'excuse. Il est en train de donner sa version des faits à la commission du travail. Mais il est trop tard, il a été congédié. Dans la ville très américaine de New York, les législateurs sont à la veille d'éliminer un breuvage très américain. En fait, c'est un breuvage assez canadien aussi, les boissons gazeuses à format géant. La moitié des New-Yorkais sont gros, cliniquement trop gros. Et le maire croit que les boissons gazeuses à format géant sont en partie coupables. Il veut éliminer les boissons gazeuses sucrées des cinémas, des restaurants et des stades de la ville. Les épiceries seraient épargnées, les boissons gazeuses en format canette seraient toujours acceptées, mais la plupart des bouteilles, c'est fini. Toute étude montre que vous mangerez une très grande portion de ce qui est devant vous. Si vous devez vous resservir, vous êtes moins enclin à le faire. L'industrie des boissons gazeuses voit la démarche comme une menace et accuse Bloomberg de créer un État nounou dans un pays où l'individualisme est roi. Est-ce que c'est une blague? N'avons-nous pas de plus grands problèmes à traiter? Le maire de New York cherche à se faire un nom et ses initiatives sont adoptées partout dans le monde, comme au Canada. En 2002, il a banni le tabac presque partout, même dans les parcs. Bien que les gens étaient indignés au début, ils se sont adaptés. Et résultat, fumer et le taux des crises cardiaques ont chuté de manière significative. Il a aussi signé la fin de l'acide transgras dans les restaurants et les a obligés à indiquer le nombre de calories dans leur menu. Il s'était déjà attaqué aux boissons gazeuses dans le passé. Bloomberg a banni les boissons gazeuses dans les écoles il y a quelques années, même si des études montrent que les étudiants se sont tournés vers d'autres boissons sucrées comme les boissons énergétiques. Mais les docteurs et diététiciens l'ont félicité quand même. C'est un cas classique en santé publique. S'il y a une substance toxique dans l'environnement, il faut la réduire ou l'éliminer. La proposition est maintenant dans les mains de la Commission de la santé de New York et c'est cette commission qui décidera. Mais puisqu'elle se rapporte au maire, il est fort probable que les New-Yorkais devraient dire au revoir aux boissons gazeuses à grand format. À quand le Canada? Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. 29 personnes arrêtées après les affrontements ethniques en Birmanie. Le ESS, un accélérateur de particules européen. Les Égyptiens sont divisés avant le deuxième tour des élections présidentielles qui aura lieu ce week-end. Entre l'ancien Premier ministre du régime Moubarak et la menace islamiste du candidat des Frères musulmans, les électeurs ne sont pas convaincus. Les Égyptiens apparaissent très divisés, quelques jours avant les élections présidentielles qui mettront un terme à la longue transition de pouvoir après la chute de l'ancien président Hosni Moubarak il y a 16 mois. Ces élections controversées opposeront Ahmed Shafik, l'ancien Premier ministre de Hosni Moubarak, à Mohamed Morsi, représentant la communauté islamite des Frères musulmans. Mohamed Morsi et ses sympathisants considèrent Ahmed Shafik comme un vestige de la période Moubarak qui met en danger le terrain gagné en termes de démocratie par le soulèvement de l'an dernier. Pour d'autres, les promesses de Ahmed Shafik de rétablir l'ordre sont très attrayantes, surtout face à la peur d'un État dominé par les islamistes.
Honnêtement, les deux candidats sont bons, mais je pense que dans cette période, il vaut mieux donner son vote à Ahmed Shafik. D'autres Égyptiens ne souhaitent tout simplement pas soutenir aucun des deux candidats. Je pense qu'il devrait y avoir un bon candidat, mais il n'y en a aucun pour le moment. Et nous ne voulons pas que les choses redeviennent comme avant. Et nous ne voulons pas devenir un État religieux. Nous voulons la vraie Égypte modérée. Les résultats des élections présidentielles seront annoncés le 21 juin. Hier, la télévision officielle birmane annonçait l'arrestation de 29 musulmans rohingyas suite aux violences sectaires qui ont éclaté dans l'état de Rakhine. Des milliers de personnes ont été déplacées et des dizaines d'autres tuées. Ce jeudi, la télévision officielle birmane MRTV montrait 29 hommes arrêtés en lien avec les violences dans l'état de Rakhine. Selon la police, des bouteilles et des couteaux ont été saisis sur ces suspects. Des dizaines de milliers de musulmans rohingyas et des bouddhistes rakhines ont été déplacés et il est difficile d'estimer le nombre de personnes tuées au cours des pires violences sectaires que la Birmanie ait connues ces dernières années. Depuis le 8 juin dernier, plus de 2500 maisons ont été brûlées dans 2 villages proches de la frontière du Bangladesh. Selon Stenlin, le secrétaire du ministère des Affaires frontalières de l'État de Rakhine, 29 personnes ont été tuées et plus de 30 000 ont été déplacées. Nous avons arrêté 23 personnes dans le quartier de Kondan, dans la ville de Sitwi, et la sécurité a arrêté 6 autres personnes. Ce sont des Rohingyas qui rôdaient autour des maisons pour y mettre le feu. Nous allons continuer à fournir de la nourriture, des vêtements et des médicaments pour les réfugiés. Notre priorité est que les réfugiés survivent et que ces efforts puissent les aider. Les Nations Unies et d'autres groupes d'aide médicale ont retiré du personnel de la région en raison des violences. La cause de ces émeutes reste peu compréhensible. Les relations entre les deux communautés sont difficiles depuis des générations. Les tensions se sont enflammées le mois dernier après le viol et l'assassinat d'une femme bouddhiste. Les musulmans ont été accusés du crime. En retour, une dizaine de musulmans ont été tués le 3 juin dernier dans un bus par une bande bouddhiste. Ces passagers n'avaient aucun lien avec la victime bouddhiste. Selon les médias birmans, 3 personnes ont été inculpées pour ce meurtre. La Birmanie a connu de grands changements politiques cette dernière année, après 50 ans de répression de l'armée. Des centaines de prisonniers politiques ont été libérés et des accords de paix ont été signés entre les minorités ethniques rebelles. Cette nouvelle vague de violence va forcer le gouvernement à considérer le sort des Rohingyas qui vivent en paria à la frontière avec le Bangladesh. Ce jeudi, la police indienne a annoncé avoir sauvé 108 enfants des usines de textiles où ils étaient forcés à travailler. Plus de 150 usines de textiles ont été fouillées dans la région de Mumbai et 25 personnes ont été arrêtées. Malgré la loi interdisant le travail des enfants, l'extrême pauvreté du pays force les plus jeunes à travailler dans les usines ou comme employés domestiques. La police indienne et des organisations non gouvernementales luttant contre le travail des enfants ont libéré 108 enfants lors d'un raid dans l'état de Maharashtra après avoir été informés par un groupe social. Plusieurs usines textiles ont été fouillées. La police y a découvert des mineurs engagés par une société privée, forcés à travailler de 16 à 20 heures par jour dans des conditions inhumaines. Nous avons fouillé l'usine et arrêté près de 25 personnes, y compris le propriétaire de l'usine. Nous avons sauvé 108 enfants. 100 de ces enfants avaient moins de 14 ans, les autres avaient moins de 16 ans. La police a visité plus de 150 usines textiles dans la région de Mumbai. Les enfants qui travaillent là viennent de l'Uttar Pradesh ou du Népal. Nous allons enquêter pour savoir ce qui les a forcés à travailler ici. On estime à 60 millions le nombre d'enfants forcés à travailler dans l'économie souterraine dans des conditions souvent misérables. C'est un crime de forcer les enfants à travailler. Nous avons appris que les propriétaires de l'usine ne les laissaient pas rentrer chez eux après leur dure journée de labeur. Nous nous sommes plaints au ministère du Travail que 500 ou 600 enfants travaillaient sous la pression et qu'il fallait les sauver. Bien que le travail des enfants soit interdit par la loi indienne, poussés par la pauvreté, des enfants de 5 ans travaillent parfois jusqu'à 15 heures dans des conditions clandestines et sans aucun droit pour gagner un maigre salaire.
En octobre 2006, une loi a été votée interdisant d'employer des enfants. 1680 poursuites ont été ouvertes, mais aucune peine n'a été donnée. Il est donc encore fréquent de voir des jeunes enfants travailler dans les petits restaurants ou les échoppes le long des routes. La classe moyenne continue d'engager les enfants des familles pauvres comme employés domestiques. Au Japon, le dernier fugitif de la secte Aum vient d'être enfin arrêté. Cela faisait 17 ans que toute la police nippone le cherchait. Les citoyens vont pouvoir enfin se sentir plus en sécurité dans la capitale. Katsuya Takahashi, 54 ans, a été interpellé près d'un manga café du sud de Tokyo. Le fugitif essayait de s'échapper lorsque la police l'a surpris. Katsuya Takahashi, le dernier membre de la secte Aum, s'est rendu célèbre en commettant un attentat meurtrier au gaz sarin dans le métro de la capitale nippone en 1995. Le bilan meurtrier avait été de 13 morts et plus de 6000 blessés. L'homme était recherché par toutes les polices du Japon depuis 17 ans. Tout le monde était sur le qui-vive. Quand on prenait le train, on avait peur. On peut finalement voyager en paix. Je pense que tout le monde va se sentir plus en sécurité maintenant. Takahashi est le dernier de 3 fugitifs à être arrêtés. 13 personnes de cette secte ont été condamnées à mort, incluant son fondateur, Shizuo Matsumoto. La secte aujourd'hui a changé de nom, mais reste sous une étroite surveillance par la police. Les États-Unis gardent un œil attentif sur Kim Jong-il, le nouveau dirigeant de la Corée du Nord, ignorant la nature de la menace que peut représenter le pays isolé. Beaucoup pensent que la Corée du Nord est en train de préparer un 3e test nucléaire. Kim Jong-un est arrivé au pouvoir en décembre dernier, après la mort soudaine de son père Kim Jong-il. Mais il semble avoir adopté une attitude différente de celle de son père solitaire. La télévision nord-coréenne l'a montré récemment en dehors de ses tâches militaires, assistant à un concert avec des enfants. Il est clairement différent de son père. Son père apparaissait rarement en public. Lui est plus souvent vu à l'extérieur. On le voit souvent, pas seulement avec l'armée, mais aussi dans la partie économique de la Corée du Nord. Donc il est différent. Mais ce que cela donnera dans le futur, nous ne le savons pas. En avril dernier, le dirigeant nord-coréen a menacé l'Occident, mais aussi la Chine, le premier allié de la Corée du Nord, avec une fusée qui a finalement échoué au décollage. Ils ont lancé cette fusée malgré une opinion mondiale largement défavorable. Nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir. De nombreux experts pensent que la Corée du Nord prépare un 3e test nucléaire et pourrait même pour la première fois utiliser de l'uranium hautement enrichi. En Suède, l'Europe est en train de construire un accélérateur de particules d'une valeur de 1,5 milliard d'euros. Ce sera le plus grand centre de recherche sur la matière. Voici le reportage de nos correspondants en Suède. Malgré la crise, l'Europe consacre beaucoup d'argent à la science. Elle se prépare à construire l'ESS, un accélérateur de particules européen, le plus grand laboratoire de recherche sur le neutron pour une facture de 1,5 milliard d'euros. Selon le directeur général de l'ESS, cette initiative devrait approfondir la compréhension des scientifiques sur la structure de divers matériaux. Pour faire cela, il faut comprendre la matière dans toute sa complexité. L'ESS va permettre aux scientifiques de tous les domaines de la matière, des produits pharmaceutiques à l'aviation, de mieux encadrer leur compréhension. Pour mieux étudier les plus petites particules qui composent la matière, l'ESS va utiliser des neutrons comme source d'illumination. Ces neutrons seront accélérés dans un tunnel gigantesque et viendront frapper la matière sur laquelle portent les recherches. Pour tout observer et reconnaître des choses de cette taille, des molécules et des atomes encore plus petites, il faut des formes plus petites d'illumination, les neutrons et les rayons X. Et si l'ESS ne suffit pas, MAX Lab est en train de construire un nouvel accélérateur juste à côté pour un budget de 340 millions d'euros. Ce laboratoire étudiera aussi les caractéristiques de la matière en utilisant les rayons X.
L'avantage d'utiliser un rayonnement synchrotron comme les rayons X, c'est que l'expérience est beaucoup plus rapide et on peut étudier des spécimens plus petits. Donc on peut recevoir toutes les informations sur la matière en utilisant différentes méthodes pour déterminer la structure, l'énergie et les propriétés de la matière. C'est pourquoi le rayonnement synchrotron est assez unique. Les ingénieurs et les scientifiques qui travaillent à l'ESS et le laboratoire MAX 4 seront sélectionnés avec soin. Le MAX 4 sera prêt en 2013. L'ESS débutera ses activités en 2019 et ne sera pleinement opérationnel qu'en 2025. Nouvelle NTD, Suède. Le constructeur suédois Saab vient d'être racheté par un investisseur suédois d'origine chinoise. Saab a déclaré faillite en 2011 avec plus de 2 milliards de dettes. Mais les anciens modèles du constructeur suédois pourraient inspirer la conception de nouveaux modèles de voitures électriques destinés dans un premier temps au marché chinois. Un investisseur suédois d'origine chinoise a accepté de racheter le constructeur automobile en faillite, Saab, pour lui redonner une vie en construisant des véhicules électriques. Saab avait fait faillite en 2011, moins de 2 ans après que General Motors ne l'ait vendu au groupe néerlandais Spyker. Bien que la marque ait ses admirateurs, elle a toujours dû se battre contre les plus grands constructeurs. La National Electric Vehicle Sweden AB a été choisie pour le rachat de Saab devant le groupe chinois Zhejiang Yongman Lotus Automobile. En rachetant Saab, nous entrons dans une nouvelle ère de l'industrie automobile. Nous devenons le premier acteur mondial à nous concentrer sur des solutions durables. Nous allons combiner l'innovation suédoise et nos connaissances ingénierie avec les meilleures technologies japonaises. Nous allons vendre dans le monde entier, mais nous allons commencer par la Chine. C'est là que nous voyons le plus grand marché pour les voitures électriques. Kai Johan Young est né en Chine, mais il est citoyen suédois. Son groupe a déclaré qu'il vise à construire une nouvelle voiture électrique basée sur le modèle de la Saab 9-3 qui serait lancée l'an prochain. Nous allons construire le véhicule électrique de l'avenir ici, à Trollbättan. Notre usine est de toute première classe. En parallèle, nous relevons les défis environnementaux de l'avenir tout en fournissant une voiture attractive qui sera appréciée sur le marché. Dans un premier temps, l'usine n'emploiera que 200 personnes, ce qui est bien moins que les 3500 employés de l'usine Saab. Ce nombre devrait augmenter avec le lancement d'une nouvelle voiture. Ce vendredi, Woody Allen a présenté à Rome, en Italie, son dernier film, To Rome with Love. L'affiche a été partagée avec Alec Baldwin, Penélope Cruz et Roberto Benigni. Le réalisateur américain Woody Allen a présenté vendredi à Rome son dernier opus, To Rome with Love, où il partage l'affiche avec Alec Baldwin, Penélope Cruz et Roberto Benigni. Such a great room. You know, you married a very bright guy. I got 150, 160 IQ. Congratulazioni, è già tutto pagato. Le film retrace en 4 séances la vie d'un groupe d'Américains et d'Italiens, leurs romances, leurs aventures et diverses situations difficiles qu'ils traversent. Dans un sens, c'est plus difficile et dans un autre sens, c'est plus facile. C'est plus difficile car les histoires se passent en même temps et c'est plus facile car les histoires sont plus courtes. On n'a pas besoin de garder les personnes en haleine pendant 1 heure et 40 minutes. Le réalisateur, qui a reçu le prix Oscar pour les films Anne Hall et Manhattan, a déclaré que tout le mérite en revient aux acteurs. J'ai un super casting et c'est eux qui me font paraître bon. C'est cela quand vous engagez Penélope Cruz, Ellen Page ou Alec Baldwin. Ils sont vraiment super. Ils étaient bons avant que je les rencontre et ils le seront quand ils me laisseront. Ils travaillent pour moi et c'est moi qui ai l'air d'un héros. C'est ça le truc. I love playing her, and the way I looked at this character is. J'aime beaucoup le rôle de Hannah. Je regarde son caractère sans jugement. Cette femme respecte son travail et sa profession et pense vraiment qu'elle est importante pour la société. To Rome with Love sera lancé dans les salles de cinéma américains le 22 juin.
would be ground into dust. The kids are communists, the father's a mortician, the mother run a leper colony. Un evento televisivo che noi siamo in grado di documentarvi in diretta dal primo all'ultimo gesto. Lavorare tutto il tempo sdraiati sulla schiena, non lo posso immaginare. Io sì. Et avant de refermer ce journal, revoyons les titres qui ont marqué l'actualité. Pour le 5e anniversaire du mémorial aux victimes du communisme aux capitales des États-Unis, l'ancien secrétaire de la Défense, Ronald Rumsfeld, a félicité l'immense vague de personnes chinoises ayant quitté le Parti communiste chinois. Il a encouragé davantage de gens à faire de même jusqu'à ce que la Chine obtienne la vraie liberté. Surnommé la conscience de Chine, l'avocat Gao Zhishen a toujours plaidé et défendu les groupes opprimés en Chine. En retour, il a reçu l'emprisonnement et le mauvais traitement des autorités chinoises. Sa femme et ses 2 enfants ont dû fuir la Chine pour les États-Unis. Geng Ge, la fille de Gao Zhishen, a accepté l'interview de NTD. Devenu plus optimiste maintenant, le vœu le plus cher de Geng Ge est de retrouver son père au plus vite. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. De la part de la rédaction de NTD Le Journal, je vous souhaite un très bon week-end. À lundi prochain.